Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom sur. Le président de la République, vous vous en souvenez sûrement, avait procédé le mois dernier au lancement de la campagne agricole 2022-2023 à Tamcheket. On ne le dira jamais assez, l'agriculture fait face à des risques climatiques, sanitaires et environnementaux, surtout dans les pays du Sahel où l'essentiel de la production est tributaire de la saison pluvieuse. Dans de telles conditions, les aléas climatiques, la baisse de fertilité des sols et les attaques de ravageurs impactent fortement la production. La Mauritanie ne manque pas d'atouts en matière de potentiel agricole et pourtant le pays demeure encore un importateur de produits alimentaires de l'étranger. Comment sortir de cette situation? Il faut d'importants investissements pour s'affranchir d'une agriculture saisonnière et pluviale conditionnée par la pluie hivernale. Cet événement nous offre l'occasion d'ouvrir un débat sur la situation de l'agriculture pluviale dans le pays et sur les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics pour booster le rendement de ce sous-secteur promoteur dans la réalisation ou l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Afin de mieux comprendre les enjeux et les défis de l'agriculture sous pluie, nous avons invité à ce numéro de Zoom sur des spécialistes du domaine. Nos invités sont M. Mohamed Oulnemine, chargé de mission au département de l'agriculture, et M. Ahmed Ouledeid, délégué régional de l'agriculture à Nassaba. Bienvenue sur ce plateau et merci pour avoir répondu du moins favorablement à notre invitation. Mais avant de passer à la suite de l'émission, je vous propose de suivre ce reportage d'Abdoul Adamaba qui revient sur l'accompagnement offert par le ministère de l'Agriculture aux agriculteurs mauritaniens. Le ministère de l'Agriculture vient en aide aux agriculteurs de la wilaya de Nassaba dans le cadre de cette campagne agricole des semences et équipements utilisés dans les travaux champêtres ont été remis aux agriculteurs, ce qui permettra de renforcer les capacités de production de ces derniers. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a affirmé que ces différents engins et semences qui ont été distribués aux agriculteurs de cette wilaya vont être aussi mis à la disposition des cultivateurs de toutes les wilayas. Il a aussi mis en avant les différents matériels qui ont été distribués aux cultivateurs. Par la suite, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture s'est rendu au niveau de la Moukata de Boumded. Là aussi, il a procédé à la distribution de plusieurs machines utilisées dans le cadre des travaux champêtres. Ce bénéficiaire résidant à Boumded a remercié le président de la République au nom des habitants de cette Moukata pour cette aide qu'il leur a apportée. Il a salué les interventions effectuées dans le secteur agricole, particulièrement avec cette conjoncture difficile. Donc pour ce reportage, et on revient à nos invités, monsieur le conseiller, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation de l'agriculture sous pluie de façon particulière chez nous? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. En fait, l'agriculture pluviale en Mauritanie est l'un des systèmes agricoles qui caractérise le pays, et qui est d'ailleurs l'un des plus importants en termes de superficie et de potentiel. Il est pratiquement dans toutes les régions du pays, ou si je voulais être beaucoup plus précis, dans 10 au moins régions du pays. Ce système, naturellement, est caractérisé par 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle le djiri, qui lui occupe la grande partie, environ 70% de ce potentiel, qui est dans le pays général pour l'agriculture de 500 000, malgré que les statistiques ne sont pas aussi précises, on peut même parler de plus, mais en tout cas, les chiffres dont on dispose sont autour de 500 000, dont près de 365 000 hectares sont dans ce secteur. De ces 365 000, nous avons essentiellement, comme j'ai dit, 70% du système djiri, qui en fait
pas les bas-fonds, ni la décrue, ni ce qui est derrière barrage. C'est en fait tout ce qui peut être dans les versants, tout ce qui peut être dans les cuvettes, et qui est souvent l'objet de cultures hâtives et précoces qui accompagnent le début de l'hivernage. Comme je l'ai dit, ce système est très répandu aussi dans les zones frontalières du pays, notamment avec le Mali. Et comme on le dit, la Mauritanie est surtout un pays rural. La majorité de nos populations rurales vivent de ces secteurs. Naturellement, l'évolution du secteur a connu des hauts et des bas. Dans les années 60, avant l'indépendance, jusqu'à même les années 80, ce système pratiquement alimentait tous les pays en denrées de base. Ici, je dirais en denrées de base, c'est le sorgho, c'est le maïs, c'est l'ignébé et le petit mil. À ce moment, on ne parlait pas beaucoup du riz. Mais cette situation a beaucoup changé avec les grandes sécheresses des années 70, qui ont plutôt pivoté le système pour une domination du système irrigué, le développement de la riziculture qu'on connaît. Et donc, il y a eu un certain recul. Alors, la situation étant ainsi, un recul, un exode rural, une baisse de la productivité, des sécheresses chroniques, et puis il fallait donc s'orienter vers l'exode. Les gens sont partis chercher de quoi vivre dans les grandes villes. Alors, les politiques agricoles du département, de l'État, ont cherché à chaque fois, à partir des années 80, à créer une nouvelle dynamique dans le secteur. Mais celle-ci était très lente. Pour fixer les gens dans leur région. Ouais. Alors ces dernières années, au niveau du département, la situation a commencé un peu à changer, avec un intérêt porté sur ce secteur qui, comme je l'avais dit auparavant, concentre une très grande superficie de ce pays, pratiquement 110%. Alors, que faut-il donc faire face à cette situation d'abandon un peu plus ou moins de ce secteur? Alors, nous avons évolué vers des situations, une évolution du secteur qui a fait que, aujourd'hui, avec le contexte que je dois caractériser de façon rapide, parce que j'ai parlé un peu de ce secteur pluvial, aujourd'hui, avec la situation alimentaire mondiale, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les complications dans les réseaux d'approvisionnement en denrées, je crois que les pays, dont le nôtre, n'ont plus de choix que de chercher à valoriser le potentiel dont ils disposent. Notre pays, en tout cas ces dernières années, et particulièrement les 3 dernières années, a pris cette option d'aller vers la valorisation de ce potentiel. Et donc, un certain nombre de mesures dont on en parlera certainement ont été prises pour redynamiser le secteur, lui donner une nouvelle lancée, une nouvelle dynamique. Et je crois que, si je rappelle les éléments de ce contexte, c'est que tout d'abord, cette année 2022, heureusement, nous avons connu cette pluviométrie que tout le monde connaît. D'ailleurs, on parle d'inondation. Et donc, pratiquement, les 13 wilayas du pays ont connu des précipitations importantes, et surtout les 10 régions agropastorales que j'ai citées ont connu pratiquement des niveaux pluviométriques importants, des barrages pratiquement remplis, des cuvettes remplies et des oueds. Donc, c'est l'occasion de s'orienter vers l'agriculture. Et le fait que le chef de l'État, le président de la République, lance la campagne. Pourquoi Tamcheket, justement, pour lancer cette campagne? Voilà, je vais vous le dire. Signification. Pratiquement, tous ces événements de lancement par le chef de l'État se sont effectués ces dernières années au niveau de l'irrigué. Parce qu'on accordait beaucoup plus d'importance à la riziculture, et donc souvent le président est à Rosso, il est dans la vallée. Cette fois-ci, nous avons décidé que pour accompagner cette dynamique, cet intérêt vers le pluvial, nous allons proposer au gouvernement, au chef de l'État, la plus grande autorité de ce pays, de lancer la campagne à partir des régions pluviales. Et le choix est tombé sur le barrage des Grèves, qui est dans une région agropastorale, caractéristique du pluvial, qui est en fait le département de Tamcheket et la commune de... Le barrage est un barrage qui est vraiment typiquement pluvial,
a été donc le point de lancement de cette campagne. Ça, c'est un élément d'intérêt par rapport à la volonté politique manifeste du gouvernement pour cette nouvelle orientation. Il y a le troisième contexte qui fait que le département désormais s'oriente vers une valorisation du potentiel à travers un ensemble de mesures. J'allais les citer. Le fait d'introduire de nouvelles technologies, de nouvelles innovations comparées à l'ancienne qui était rudimentaire, qui était traditionnelle, conduit à amener les agriculteurs des zones pluviales à revenir parce qu'on travaille sur l'augmentation de la productivité dans ces secteurs. Et donc, on parlera certainement, j'ai dit que d'un ensemble de mesures... Mais cela va vous imposer également la réhabilitation de barrages, de digues, leur construction. Comment s'y prend votre département? Quelles sont les mesures ou la stratégie du département dans cette région choisie pour abriter le lancement de la campagne? En fait, cela m'amène donc à citer un ensemble quand même de mesures qui ont été prises par rapport à cette campagne. Oui, on est là pour ça. Alors, les mesures phares prises pour le pluvial, parce que je rappelle que le département, par rapport à cette année et dans la foulée lancée, a tenu un atelier entre le 6 et le 8 juin 2022, un atelier de planification de la campagne où la filière traditionnelle a pris une place importante. Et parmi les mesures préconisées dans le cadre de la communication en Conseil des ministres sur la campagne agricole du 29 juin 2022, par rapport à cette filière, qui est en fait la filière des cultures traditionnelles et qui caractérise les pluviales, il y a c'est tout d'abord la poursuite des travaux de construction de barrages et la construction des diguettes et de seuils de ralentissement et des seuils de conservation des sols. Cela m'amène à avancer un chiffre. En tout cas, oui, nous sommes arrivés à environ 12 000, pour cette campagne seulement, 12 000 pratiquement hectares sur renforcement des diguettes. Naturellement, avec les grandes inondations, il y a eu certainement des dégâts sur cette superficie. Mais en tout cas, un travail colossal a été fait par la SNAT, notre société d'aménagement de travaux, donc environ 12 000. Et puis, il y a environ 5 000 à 6 000 hectares qui ont été habités au niveau des projets, des barrages qui sont construits. Il y a plusieurs catégories. Nous avons, toujours dans le cadre de la construction des aménagements, construit environ pour 200 hectares de bouliers. Vous savez que la grande problématique pour le pluvial, c'est comment retenir les eaux qui se perdent. Oui. Alors, les eaux d'écoulement, dont à peine 10% sont retenues dans le pays, donc la politique vise à retenir le maximum d'eau en amont des barrages et en aval, à travers les bouliers. Et dans ce cadre, nous avons réalisé, comme j'ai dit, pour 200 hectares. Pour 36 bouliers à peu près. Toujours dans le cadre des aménagements, il y a aussi la réalisation de plusieurs cycles qui vont améliorer l'amont des digues de ralentissement des eaux, parce que le cycle des cultures n'arrive jamais à terme si on ne retient pas les eaux d'écoulement. Et donc, on aura toujours des problèmes à la fin de la maturité. Ça, c'est l'une des mesures par rapport à la construction. Par rapport aux mesures d'intrants, au cours de cette campagne, nous avons, entre projets et ministères, pour cette campagne seulement, pratiquement procédé à la mobilisation de 1160 tonnes de semences qui sont pratiquement distribuées maintenant au niveau de toutes les régions. Il y a la distribution d'environ 1200 charrues à traction animale. Naturellement, on évolue vers une mécanisation beaucoup moins fatigante que la traction animale. Vous savez, dans le pluvial, le grand problème, c'est les travaux humains. Alors, on essaie désormais d'introduire les motoculteurs, qui sont en fait une mécanisation intermédiaire beaucoup plus avancée. Et donc, on a distribué aussi 60 motoculteurs et nous sommes dans
une option de développement de cette filière et d'ailleurs de toutes les campagnes agricoles et de l'agriculture en général sur 3 ans. Sur 3 ans. La communication en Conseil des ministres n'a pas ciblé uniquement la filière des cultures traditionnelles, mais elle a visé la filière traditionnelle des cultures traditionnelles, phénicicole, risicole et maraîchère, plus bien sûr une filière blé. La dynamique qui est en fait aujourd'hui sous le chapeau de l'initiative nationale de mobilisation pour le développement de l'agriculture, elle s'étale sur 3 ans. Naturellement, on ne va pas régler tous les problèmes de l'agriculture en une année, mais le processus va continuer sur 3 ans dans une dynamique d'évolution, aussi bien en termes de ressources financières à mobiliser par l'État, parce que quand l'État s'engage dans la valorisation, il y a des ressources parallèles qu'il faut mobiliser. Nous sommes sur cette mobilisation, mais notre processus de développement est pour 3 ans. Je continue sur les mesures, ce n'est pas terminé. En termes de lutte contre les ravageurs. Je voulais juste donner la parole aux représentants de votre département à Nassaba, le faire intervenir. On continuera, bien sûr. Donc on a en ligne M. Mohamed, ou du moins Ahmed Ould Deid, c'est le délégué régional de l'agriculture à Nassaba. Bonsoir, monsieur le délégué. Bonsoir. Bonsoir. C'est les aléas du direct. Il y a des... Non, tant mieux. Donc, comment se présente également la situation au niveau de l'Assaba, dont vous êtes le délégué régional ce soir? Comment se manifeste la stratégie de votre département au niveau de cette wilaya? Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de l'agriculture cette année, puisque nous avons reçu beaucoup de pluies cette année et la campagne agricole a bien démarré, surtout la campagne de culture sous pluie. Et comme vous le savez, la Saba recèle beaucoup de potentiel agricole. Les cultures sous pluie englobent 2 sortes de cultures. Il y a les cultures de djeri et les cultures de barrage. Au niveau des cultures de djeri, la wilaya a un potentiel assez important, 45 000 hectares de potentiel. Et cette année, on a pratiquement mis en culture de 90% de cette superficie, à peu près 35 000 hectares. Pour ce qui est des barrages, il y a beaucoup de barrages au niveau de la wilaya. Nous avons 40 barrages, grands barrages au niveau de la wilaya. Et pour un potentiel global de 16 000 hectares. Donc cette année, on a pu réaliser beaucoup de diguettes pour les cultures sous pluie. Cette année, on a pu réaliser 107 digues au niveau de la Saba. La majorité de ces diguettes sont actuellement mises en culture et la superficie a augmenté beaucoup par rapport aux années précédentes et la campagne a très bien démarré pour les cultures sous pluie. Si on arrive à continuer cette démarche, vraiment pour les cultures de barrage, derrière barrage, on arrivera à des résultats très importants, puisqu'actuellement les cultures sont très avancées pour ce qui est des cultures sous pluie. Pour les autres potentialités de la région, nous avons le maraîchage qui est très important, qui a un apport assez important au niveau de la région. Et nous avons un potentiel de 500 hectares. Et cette année, nous comptons mettre en abreuvoir d'une superficie de 350 hectares. Actuellement, les cultures de contre-saison se poursuivent. Et ils ont actuellement par zone, nous avons par localité certaines spéculations qui arrivent actuellement à maturité. Et c'est pour la première fois à Nassaba, puisque souvent, ils font souvent ces cultures, surtout l'hiver. Ce n'est pas en cette période, mais cette année, on a pu faire ça en cette période, ce qui est vraiment très important. Pour la phéniciculture, nous avons actuellement un potentiel de 2850 hectares
de féniciculture de palmiers. Et actuellement, 2600 hectares sont programmés pour cette année. Il y a un autre aspect de culture, c'est les cultures fourragères. C'est une nouveauté au niveau de la Saba, mais qui commence à prendre de l'ampleur au niveau de la région. Actuellement, nous avons un potentiel de 300 hectares et au niveau de certains points d'eau, les populations commencent à vraiment exploiter le terrain pour mettre des cultures de cultures fourragères. Merci, monsieur le directeur régional. Je reviendrai à vous au cours de cette émission. Appuyer l'agriculture d'une façon. Deux questions. Donc, monsieur le conseiller, où est-ce qu'on en était? Donc, on était sur les mesures qu'on n'a pas terminées, les mesures prises dans le cadre de cette communication en Conseil des ministres et qui sont mises en œuvre au cours de cette campagne. Donc, la quatrième mesure consiste à tout d'abord mettre à la disposition des exploitations, des zones de production représentant des produits de lutte contre les ravageurs que vous avez cités dans l'introduction et qui sont notamment des types détonateurs sonores contre les oiseaux granivores, des types pesticides et produits de lutte contre la cisamie, les principaux ravageurs des cultures traditionnelles, et des types filets japonais qui sont invisibles par les oiseaux, qu'on introduit d'ailleurs pour encourager la lutte alternative contre la lutte chimique pour la protection de l'environnement. Il y a également les clôtures et la protection contre la divulgation des animaux. Nous prévoyons pour environ 250 000 mètres linéaires, 250 000 mètres linéaires de clôture. Et si vous prenez un type de barbelé, ce serait à multiplier par 3, donc c'est pratiquement 700 000 mètres linéaires de barbelé. Donc, comme vous le savez, c'est une mesure très importante. Il y a aussi des enclavements des zones de production. Et il y a également le déploiement du dispositif du conseil agricole pour l'accompagnement des producteurs en termes de conseil agricole, la valorisation des capacités locales de connaissance, notamment la sélection massale et les banques de céréales. Et je voudrais également rappeler que quand on parle de culture privée, il ne s'agit pas strictement de barrages et de digues étiquettes. Dans les zones oisiennes, le système oisien est quelque part couplé à la culture traditionnelle. Si vous prenez l'Adrar et le Tagan, les oasis de l'Adrar, vous allez trouver qu'une exploitation dans sa grande dimension est une exploitation de palmiers, de digues à côté, parce que vous trouvez une famille qui est, pendant la période de Guetna, elle est oisienne. Quand l'hivernage arrive, elle remonte un peu pour cultiver sa digue ou sa diguette. Le cas de Ouadan est édifiant à ce sujet. Aujourd'hui, les populations de Ouadan, où il n'y a plus beaucoup, dans l'Adrar, sont dans les Grara. Alors que c'est une population typiquement oisienne, comme celle de l'Adrar et du Tagan. Là, c'était pour vous dire que dans cette campagne, nous prenons aussi des mesures pour accompagner les féniciculteurs qui, d'une part, vont mettre en valeur leur digue illégale, mais aussi de les aider dans l'exploitation fénicicole et dans ces mesures de campagne. Parce que souvent, quand les gens entendent campagne agricole, ils ont l'impression que c'est du riz ou c'est du sorgho. Mais non, nous, on prend des mesures aussi pour accompagner les féniciteurs à travers les forages, les constructions de forages, à travers les clôtures, à travers les pompes solaires, à travers la lutte contre les ennemis des cultures, etc. Donc, c'est toute une exploitation vue au sens large du terme qu'on appuie aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'amène aussi à parler du maraîchage qui n'est pas très loin de ce système pluvial. Parce que dans le pluvial, on parle de l'agriculture de façon générale. Au sens large. D'ailleurs, dans la communication, on n'a pas dit cette année communication, on a dit communication en Conseil des ministres pour les campagnes agricoles. Et quand on dit pour les campagnes agricoles, dans une année, sur 12 mois, c'est le maraîchage,
c'est la phéniciculture, c'est les cultures traditionnelles dont on parle et c'est la riziculture. Oui. On y ajoute cette année la 5e qui est le blé. Qui est nouvelle. Oui. Donc, ces mesures que j'ai citées, comme j'ai dit, de redéploiement du personnel, sont un ensemble de mesures qui vont concourir à avancer un peu avec cette dynamique du développement d'initiatives nationales pour le développement de l'agriculture. Naturellement, on se concentre sur le pluvial, qui est, comme je le rappelle, est 70% de notre potentiel, parce que j'ai parlé de 500 000. Aujourd'hui, l'objectif de la campagne en Conseil des ministres était de 220 000 à mettre en valeur, hectares. C'est pratiquement 50% de tout le potentiel. Pour une production attendue de 146 000 tonnes. On s'attend à ce qu'on trouve de cette année qui est pluvieuse, 146 000 tonnes, soit environ 47% du taux de couverture de nos besoins. Et naturellement, on ne peut pas se comparer. Comment expliquez-vous que, malgré son apport, l'agriculture pluviale est restée le maillon faible, elle était oubliée. Ça, je vous le confirme. Je vous confirme que la culture, le système pluvial a été toujours négligé au détriment des autres. Et c'est la riziculture qui a englouti des ressources très importantes. Et je crois qu'avec maintenant la situation que j'ai évoquée au départ, le contexte dans lequel on évolue, on n'a pas le choix. On est obligé de se retourner vers ce grand potentiel, mais ne pas le laisser au rythme de développement de par moment, parce que la productivité est très faible. Alors que faut-il faire? Retenir le maximum d'eau, introduire la mécanisation, introduire des semences améliorées, lutter contre les ravageurs de façon à évoluer de 300 kg ou 400 kg à l'hectare vers au moins 1 tonne. Et donc, si on arrive à ces objectifs, il est très très fort probable que les gens reviennent sur le terroir parce que c'est une activité traditionnellement connue. Je rappelle ici que dans ces mesures que j'ai citées auparavant, il y a des circulaires conjointes entre le ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture qui ont été envoyées pour régler le maximum des litiges fonciers, parce que c'est un handicap. Les questions foncières ont toujours été un handicap de développement d'agriculture. Il y a la circulaire conjointe envoyée par le ministère de l'Intérieur à tous les walis, demande à ce que les autorités règlent le maximum de conflits fonciers de façon à valoriser l'existant en potentiel. Je crois que aussi cette mesure va contribuer à augmenter la production et la productivité et à surtout ramener les agriculteurs. Bon, il faut citer aussi des actions secondaires comme le retour au terroir, l'opération transport qui a été faite. C'est quand même plus de 3 000 qui ont été. Il y a également l'encadrement des coopératives agricoles. Que fait votre département pour les encadrer, pour les accompagner? Voilà, j'ai évoqué dans l'une de ces mesures le redéploiement du dispositif du conseil agricole dans les régions agropastorales. Naturellement, on ne peut pas s'attendre à des bons résultats si nous n'avons pas accompagné l'encadrement des agriculteurs. Nous avons des insuffisances à ce niveau en termes d'effectifs adaptés et suffisants à toutes ces zones de production que j'ai citées, mais les disponibles actuellement au niveau du ministère, plus le redéploiement aussi dispositif au niveau des projets du ministère, qui sont aussi opérationnels dans les régions du pays, et plus la synergie avec les autres intervenants comme TAAZUR, comme les CSA, toute cette convergence, cette concertation entre les structures permettra de redéployer plus d'effectifs et bien sûr de conjuguer les efforts d'encadrement. Et comment expliquez, vous, monsieur le conseiller, le fait que malgré l'attention des plus hautes autorités de ce pays, ce secteur n'arrive pas à décoller? On a toujours entendu l'autosuffisance alimentaire, des stratégies de département. Ça, je dis bien, tous les systèmes, tous les hommes qui se sont succédés à la tête de ce pays ont affiché leur volonté de booster, de faire décoller ces secteurs. On le sait, et vous le savez tout autant que moi, il y a tout ce qu'il faut pour son développement. Il y a des terres fertiles, il y a l'eau en abondance, il y a la volonté politique, il y a toujours eu la volonté politique.
Pourquoi, sincèrement, ça n'a jamais atteint l'objectif qu'on s'était assigné? Tout d'abord, le décollage du secteur de l'agriculture n'est pas une simple opération. Oui, je sais. Vous convenez avec moi Oui. que c'est un secteur qui est au niveau de tout le pays. Oui. Il a plusieurs formes, il y a plusieurs dimensions. Oui, plusieurs dimensions. Et quand vous dites que la volonté politique a toujours été là, elle n'a pas été toujours là, en tout cas, Ah oui? au moins dans une période où nous avons plutôt développé la riziculture en laissant un peu en arrière le système pluvial. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous que c'est fixé un objectif, l'autosuffisance alimentaire. Et le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire sans autosuffisance alimentaire. Et donc, je suis aussi d'accord avec vous, et je l'ai caractérisé au début du contexte, que le pays dispose d'un grand potentiel, que tout est là. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais les politiques et leur mise en œuvre font deux choses. Une volonté politique et sa mise en œuvre font deux choses différentes. La volonté politique est là, elle est manifeste. Et d'ailleurs, je peux dire qu'on n'a pas le choix de ne pas avoir cette volonté politique. Parce que tout simplement, le monde est bloqué. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. On n'arrive même plus à avoir, commandé même des produits de première nécessité. Ce n'est pas évident de l'avoir à temps, ni de les avoir en quantité demandée. Aujourd'hui, le potentiel de la Mauritanie, en tout cas, tel que vous l'avez vous-même dans les déclarations des plus hautes autorités de ce pays, tout le monde aujourd'hui est en campagne, tous les ministres sont en campagne, tous les élus sont sollicités pour aller en campagne agricole. Le chef de l'État lui-même s'est rendu au Gorgol pour matérialiser cette volonté à travers la visite dans un site agricole. Cela m'amène à vous dire que ce décollage est progressif. Il faut régler certaines contraintes. Il faut mobiliser suffisamment de ressources pour le secteur. Il faut recruter un nombre suffisant de techniciens et d'ingénieurs dans ce secteur. Aujourd'hui, les ressources encore allouées au département ne peuvent pas permettre d'atteindre cette ambition. Mais elle est là parce que chaque année, le budget alloué à l'agriculture augmente. Tant mieux. Elle s'en va en crescendo. Donc, on va faire intervenir Ahmed Ould Deid. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le délégué régional? Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire pour... Tant mieux. C'était juste pour savoir quels sont les problèmes auxquels sont confrontés de façon générale les agriculteurs en Asaba et quelles sont les solutions que vous essayez d'apporter à ces agriculteurs dans le cadre de leur accompagnement, de leur encadrement. Ok, nous on essaie toujours de faire le mieux possible. Pour ce qui est des personnes que nous avons, on l'utilise selon les nécessités au niveau de toute la région. C'est fort, vraiment, on a besoin d'AVB, mais on tient compte de ce que nous avons comme personnel pour vraiment répondre aux besoins des populations. Pour ce qui est des cultures sous pluie au niveau de la région, ça souffre essentiellement de trois problèmes. Le problème numéro un, c'est surtout que ces cultures dépendent des pluies qui sont très irrégulières et ça pose problème, surtout pour les cultures de djeri. Pour ce qui est des barrages, ils sont moins vulnérables que les cultures de djeri puisque parfois il arrive à un barrage d'être rempli au bout d'une seule pluie. Ce n'est pas comme les cultures de djeri qui demandent des pluies successives. Donc, le deuxième problème, c'est surtout le problème de divagation des animaux. Les animaux posent problème puisque partout, c'est l'agro, c'est-à-dire les cultures sont associées à l'élevage. Donc, on ne peut pas souvent associer les deux systèmes dans la même zone. Donc, la divagation d'animaux pose problème pour les cultures sous pluie. Et le troisième problème, c'est le problème d'exode rural. Ça pose problème puisque avec l'arrivée vers l'or, avec le transfert vers les grandes villes à la recherche du travail, donc c'est des problèmes qui entravent vraiment les cultures sous pluie. Pour ce qui est de cette campagne,
l'État a fourni beaucoup d'efforts au niveau national et particulièrement au niveau de la Saba. Ils ont disponibilisé beaucoup de semences. On a pu, à travers des efforts du ministère et des efforts des projets, distribuer 86 tonnes de semences traditionnelles cette année au niveau de la Saba. On a distribué 250 charrues ASIN, attraction ASIN, au niveau de la région. Et ce parallèlement à des tonnages de 5 tonnes d'engrais, 6 tonnes de produits insecticides. Et parallèlement à d'autres filets pour les oiseaux granivores. Donc, pour ce qui est de cette campagne, beaucoup d'efforts ont été déployés pour pouvoir mener à bien cette campagne. Pour ce qui est des efforts du projet, ils viennent pour compléter les efforts de la délégation au niveau de la Saba. Et ils ont apporté beaucoup de choses, telles que les kits solaires. On a environ cette année 60 kits solaires pour les sites de projet. Et 34 forages manuels, 27 forages profonds et beaucoup d'aménagements. 450 hectares, 4500 hectares d'aménagement de CSDRS, conservation des eaux et des sols et défense et restauration des sols. Et pour les réseaux d'irrigation, il y a beaucoup de réseaux qui ont été réalisés, des réseaux californiens, des réseaux de goutte à goutte. Donc, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre des projets pour compléter l'effort de la délégation au niveau de la wilaya. Et qu'en est-il des solutions que vous apportez aux problèmes que nous connaissons d'habitude entre les agriculteurs et les éleveurs? Comment votre département ou votre délégation s'y prend? C'est qu'actuellement, les périmètres agricoles sont très éparpillés. C'est ce qui pose problème au niveau de la wilaya. Ils ne sont pas jointifs, c'est-à-dire ne sont pas très rapprochés au niveau des zones pour pouvoir les clôturer d'une façon générale. Donc, c'est une mosaïque de petits périmètres, isolés les uns des autres, et ça pose grand problème pour les clôturer d'une façon générale. Ce n'est pas comme la vallée, on n'a pas besoin de clôture puisqu'il y a des couloirs de transhumance, des couloirs de pâturage. On dresse les animaux vers une zone et on laisse une autre zone pour l'agriculture. Ce n'est pas le cas ici. Ici, les cultures sont associées aux animaux. Chaque agriculteur a ses propres animaux. Et les autres animaux, même des autres villages, viennent faire les pâtures au niveau des environs, des cultures, au niveau de chaque village. Donc, c'est ce qui pose problème au niveau des populations. Merci. Je rappelle que vous êtes le délégué régional du développement, ou du moins du ministère de l'Agriculture à Nasaba. Monsieur le conseiller, donc, est-ce qu'on peut avoir une idée du volume de la production de la culture pluviale chez nous par rapport aux besoins du pays? En fait, pour le pluvial, les enquêtes EMEA, qu'on appelle nous les enquêtes EMEA, c'est-à-dire des enquêtes sur la production qu'on conduit annuellement, donnent des résultats qui vraiment dépendent beaucoup de la situation pluviométrique, étant donné qu'on a rappelé que c'est un système très, très lié à la pluviométrie. Donc, les fluctuations de production sont pratiquement régulières. Alors, par exemple, quand une année est très bonne, cette production peut aller, comme je l'ai dit, jusqu'à 146 000 tonnes. Et elle peut baisser jusqu'à 50 000 tonnes. C'est important. Aujourd'hui, la stabilité, et surtout au niveau de la filière rizicole, où pratiquement les rendements sont devenus pratiquement stables et évoluent positivement. Par contre, étant donné que la maîtrise de l'eau en pluviale, vous savez, cette année, elle est bonne. Donc, on s'attend à 220 000
hectares mis en valeur pour une production de 146 000 tonnes. Et j'ai dit que c'est 47% du taux de couverture. Mais ce taux de couverture peut baisser jusqu'à 15%. Les mesures qu'on est en train de prendre actuellement pour ce privé, c'est en tout cas d'évoluer vers des pourcentages qui sont beaucoup plus importants. Mais il ne faut pas s'attendre à une couverture, à un taux de couverture de 100% par rapport à ce système privé. Pour la simple bonne raison qu'on n'a pas encore réglé l'ensemble des contraintes qui sont liées à cette filière. Au contraire, pour le riz, par exemple, on est vers 93%. Et le rendement cette année, dans la compte saison chaude, est de 6,45 tonnes à l'hectare. Merci, monsieur le conseiller. Les gens de la régie me font signe que le temps imparti à l'émission touche à sa fin. Merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes monsieur Mohamed Ould Namin, chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Merci également à monsieur Ahmed Ould Deid, délégué régional de l'agriculture en Assaba, pour s'être prêté à nos questions. Merci à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices pour avoir choisi El Mauritania. Merci à l'équipe de la TVM et aux caméramans ici présents avec nous. À la prochaine.